Bienvenue à une toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Content de vous accueillir à la sortie d'un long congé de la fête nationale, un autre qu'on entame. Vous êtes en plein dedans peut-être, évidemment, avec la fête du Canada. 150 ans pour notre beau pays. Grand pays aussi, devrais-je dire. Et c'est bon de le célébrer encore doublement cette année. Et d'ailleurs, aussi peut-être d'autres qui sont dans les boîtes. Fête nationale aussi du déménagement au Québec. Alors, peu importe, évidemment, merci d'y être. Et puis, on commence tout d'abord ce segment nouvelle avant de vous présenter des topos et des rencontres avec des gens de chez nous qui dynamisent le secteur de la ville. Ici, plusieurs quartiers et le spectacle de la fête nationale, justement, toujours couronné de succès depuis quelques années. Ça n'a pas fait exception à la règle pour cette édition qui vient de se dérouler dans les derniers jours. Plus de 70 000 personnes se sont rassemblées au Centre de la nature de Laval le 24 juin pour le grand spectacle de la fête nationale du Québec qui proposait une affiche impressionnante avec notamment Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Louis-Jean Cormier, Clémence Desrochers et la présence de Marie-Carmen. Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier qui ont d'ailleurs ouvert la soirée en offrant Saint-Michel, Debout et Rien à faire en formule trio accompagné des musiciens d'Alex McMahon. Et pendant aussi le reste de la soirée, on voulait faire un clin d'œil en hommage au grand groupe ayant marqué le Québec. Marie-Michel Desrosiers, la fille de Beaudommage, s'est jointe au trio d'ouverture pour Harmonie du soir à Châteauguay, suivi de J'ai oublié le jour. En Djellaba Blanche, Philippe Braque s'est rapidement lancé dans sa chanson Christelle avant d'entonner Julie, célèbre succès des colocs. Et Alex Gaudreau est ensuite venu chanter Éclat, l'un de ses bons succès. Et en avril dernier, Clémence Desrochers avait fait ses adieux à la scène, mais elle a accepté de sortir de sa retraite pour venir chanter en compagnie d'Ariane Moffat un de ses poèmes intitulé Maman. Et un moment très touchant entre Clémence et Ariane qui était enceinte jusqu'aux oreilles. Elle a ensuite interprété la vie de factrice et Je ferai un jardin en compagnie de sa complice Marie-Michel Desrosiers et d'une chorale de jeunes chanteurs. Avant que la musique n'occupe donc encore toute la place, la slameuse Queen K, l'artiste multidisciplinaire Émilie Monet, le comédien Marc Bellan et les petits chanteurs ont livré le traditionnel discours patriotique qui s'est terminé d'ailleurs par la chanson Françoé, livrée avec beaucoup d'enthousiasme par le groupe Musique à bouche et les 35 garçons de la chorale. Alors que la fête battait son plein, on a aussi entendu donc Nanette Workman, Matt Olubowski, ainsi que le grand retour de Marie-Carmen, la fibre nostalgique qui m'anime est vraiment très rassasiée parce que je veux de la tendresse entre l'ombre et la lumière, sans oublier sa reprise de Barbara, qui est devenue un de ses plus grands succès, L'Aigle Noir. Et vu la météo qui était clémente, un grand feu d'artifice sur la musique du groupe Valère donc est venu clôturer les festivités peu avant minuit. Troisième gagnant en moins d'un mois, c'est un résident de Laval qui repart avec la cagnotte de gagnant à vie 2 semaines après avoir célébré son anniversaire. Un beau cadeau qui l'attendait, un résident de Laval qui a mis la main sur le gros lot de la machine à sous gagnant à vie. C'est le vendredi soir du 23 juin au Casino de Montréal. Normand Boisvert était sur le point de quitter le casino lorsqu'il a tenté sa chance et à sa 4e tentative à la machine à sous, il a remporté le gros lot. Le Lavallois doit choisir entre le montant de 1 000 $ par semaine ou le lot forfaitaire de 675 000 $. Et selon les règlements, le gagnant s'est mérité aussi un premier montant de 10 000 $ et a 4 semaines de réflexion pour faire son choix. Depuis un an, c'est la 8e fois que le gros lot est remporté dans un établissement de l'Auto-Québec ou en ligne, dont la 5e fois au Casino de Montréal. C'est ce qu'a expliqué Danny Racine, porte-parole d'ailleurs de la Société d'État. Une compagnie aux pratiques douteuses qui est visée par la police maintenant, une compagnie de remorquage aux pratiques douteuses dans la grande région de Montréal qui a été visée par une frappe policière. Les policiers ont épinglé les propriétaires, les administrateurs et aussi plusieurs employés de la compagnie Accès Remorquage. Et évidemment, par ailleurs, là, on a fait une enquête plus exhaustive et au total, ce sont 12 suspects qui ont été appréhendés et 3 perquisitions qui ont été effectuées, dont une au siège social de l'entreprise sur la rue Daniel. 7 remorqueuses appartenant à la compagnie ont été saisies à titre de biens infractionnels. L'enquête dans ce dossier qui a été d'ailleurs amorcée à l'automne dernier à la suite de plusieurs plaintes portées par des citoyens contre cette compagnie de remorquage. Ils remorquaient les véhicules et refusaient de dire aux gens où ils avaient été déplacés jusqu'à ce que les frais soient payés. C'est une pratique illégale, a d'ailleurs indiqué l'inspecteur-chef André Durocher. Selon les normes de remorquage établies à Montréal, il est interdit de charger plus de 100 $ aux contrevenants dont le véhicule est remorqué. Toutefois, la compagnie Accès Remorquage pouvait exiger plus du double selon la police. Il pouvait demander 200 $ et parfois même 240 $ avant de rendre le véhicule à la victime. On n'a tout simplement pas le droit de garder ce véhicule en otage, a dit l'inspecteur-chef.
Il semble que l'entreprise de remorquage était particulièrement active aux abords des CLSC. Par conséquent, plusieurs victimes de présumées de la compagnie sont des personnes âgées, vulnérables ou malades. Et pour une personne âgée, par exemple, ça peut faire peur d'être confrontée à un remorqueur intimidant qui exige d'être payé immédiatement. Et par ailleurs, la compagnie visée par la frappe policière portait jusqu'à tout récemment le nom de remorquage A9, dont les pratiques douteuses avaient également fait les manchettes en 2016. Les suspects épinglés dans le cadre de cette opération devraient comparaître sous des accusations de vol, complot, agressions armées, extorsion et fraude. 6 d'entre eux sont demeurés détenus jusqu'à leur retour en cours. Il s'agit de Gaétan Breton, 60 ans, Nathalie Gatien, 42 ans, Alexandre Breton, 22 ans, Éric Coufaro, 50 ans, Éric Keller et Mathieu Spénard, finalement, qui ont aussi été appréhendés lors de cette frappe de par les forces constabulaires. Je suis très content de l'accueillir pour nous parler évidemment de tout ce qui a trait au domaine financier. Elle est encore avec nous pour vulgariser des erreurs à ne pas faire. Et peut-être aussi quelques petits conseils pratiques à l'aube des vacances. Question de bien boucler le budget des vacances, de ne pas trop dépasser également cette somme qu'on s'est fixée finalement pour partir en vacances. Question de ne pas payer nos vacances pendant plusieurs mois. Monica Choukassi, qui est conseillère en sécurité financière. Bonjour Monica. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et puis, on va aborder un petit peu plus tard le domaine des vacances. Oui. Mais pour l'instant, on voulait peut-être un peu remettre dans la tête des gens quelques conseils, quelques erreurs à éviter, des pièges aussi. Puis, ça reste pour peut-être des jeunes comme moi, 30 ans, 25-30 ans, peut-être un peu un domaine moins familier, mais le testament, c'est tellement important. Même quand on pense qu'on a moins un peu d'avoir, bien, il faut commencer jeune, justement, parce que souvent, les jeunes professionnels, 25-30 ans, c'est là qu'on y va de nos premiers achats majeurs, voitures, condos et compagnie. Exactement. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de comprendre par rapport au testament et au mandat d'inaptitude, c'est est-ce que tu veux que ce soit le gouvernement qui décide pour toi? Est-ce que tu veux que ce soit la curatelle publique qui s'occupe de toi si tu n'es pas capable de le faire? Parce que si on n'est pas protégé, s'il arrive un pépin, si on décède... C'est le Code civil qui décide. Exactement. Donc, les proches n'auront pas droit... Tu peux avoir des mauvaises surprises. C'est ça, au patrimoine. Oui. Là. Oui, Carrément. Donc, c'est d'aller voir un notaire, d'aller voir... On peut imprimer de l'Internet. Il y a des sites comme le ministère de la Justice où, à ce moment-là, on peut avoir une copie tout en règle. Oui. Puis, tranquillement, le soir, on remplit parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a des personnes que vous devez choisir. Vous devez choisir des backups si ces personnes-là sont plus là ou décident que ça les intéresse pas de vous aider. Exactement. Alors, c'est important de remplir ces documents-là pour vous protéger, pour vraiment... pour les gens que vous aimez, parce que c'est eux qui vont souffrir. Bien, exactement, parce que c'est eux qui vont continuer, en quelque sorte, de payer si jamais on a fait des frasques, si jamais on ne s'est pas protégé. Il y a des drames qui peuvent survenir, donner des dommages collatéraux, et on ne veut pas ça, évidemment, pour nos proches qui continuent d'être là après. Alors, premier geste d'une personne consciencieuse, et sinon, de se faire un budget aussi dans un autre sens, et ça va de pair avec un fonds d'urgence aussi, s'il arrive quelque chose. Calculer environ 3 fois ce que vous devez payer chaque mois. Et normalement, vous êtes correct. Ouais. Parce que si demain matin, vous perdez votre emploi, ou même si vous tombez en chômage ou si vous tombez malade, bien, les 15 premières semaines, c'est l'assurance chômage. Si vous tombez malade, mais c'est 55 de votre salaire. C'est ça. Et après, c'est le néant si jamais on n'a pas d'assurance. Oui. Oui, puis même si vous avez invalidité, c'est juste 66 de votre revenu, là. C'est pas 100 Alors, si vous vivez proche, pourriez avoir des méchantes surprises. Mais est-ce que par la suite, c'est de consolider ses dettes? Est-ce que c'est une étape ou une chose qu'on peut faire? Oui et non, dans le sens qu'il y a des dettes que vous devez payer rapidement si le taux d'intérêt est élevé. Par contre, il n'y a rien qui vous oblige à payer une maison rapidement si elle est à 2 ou même si vous avez un taux d'étudiant pour des prêts ou bien pour des études qui est très bas. Ça, vous le laissez tranquille, vous le payez tranquillement parce que vous êtes mieux de placer l'argent à ce moment-là que de repayer quelque chose. Okay. Et là, il nous reste peu de temps, mais je veux qu'on aborde le domaine des vacances parce que pour certains, c'est comme le temps des fêtes. On paye des cadeaux, on met ça sur la carte de crédit. Pour certains, le temps des vacances, c'est la même chose. On veut sortir la famille, on veut vivre de beaux moments, mais par la suite, les cauchemars peuvent survenir si justement on n'a pas fait un budget en ce sens. Et puis, il y a quelques semaines,
semaine des vacances dites officielles du Québec avec la semaine de la construction. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Bien, je pense que ce qui est très important, puis ça s'adresse à n'importe quel domaine financier, c'est premièrement magasiner. Magasiner, vérifier si vous pouvez avoir des meilleurs taux. Genre assurance voyage, par exemple? Assurance voyage, même votre voyage, votre billet d'avion. Magasiner et lisez vos contrats. Lisez tout ce que vous signez parce que vous pourriez avoir aussi des mauvaises surprises. Alors que ce soit une location d'un condo, je ne sais pas moi, à Myrtle Beach, une voiture. En quoi vous vous engagez et qu'est-ce qui est couvert? Alors, si vous faites déjà ça, je pense que ça va être bien. Puis, faites un budget pour ne pas avoir de surprise. Préparez-vous comme il faut. Oui. Et d'ailleurs, tu sais, souvent, on nous donne, est-ce que vous nous conseillez l'assurance voyage sur notre compagnie de carte de crédit ou d'aller directement à notre institution bancaire et de C'est relatif. Il faut vérifier. Des fois, vous l'avez même avec votre entreprise. Vous pouvez avoir une assurance et de vérifier à ce moment-là qu'est-ce qui est couvert. Alors, prenez le temps de lire. C'est tout à fait la norme à faire. Oui. Et puis, j'ajouterais aussi à certains, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, lorsque vous allez en voyage, votre téléphone cellulaire, achetez-vous une banque de données supplémentaire, une bande passante supplémentaire, parce que les juridictions ne sont pas les mêmes aux États-Unis qu'au Canada et le bill de 300-400 $, c'est pratiquement le prix d'un billet d'avion. Oui. Si vous dépassez votre... Non, les mauvaises surprises peuvent être assez... astronomiques. Elles peuvent vous ruiner pour le reste de votre vie. Ah, carrément. Oui. Et des fois, on peut prendre une maladie en voyage. Non, une journée à l'hôpital sans traitement, là, ça peut être le prix d'un loyer pour l'année. Alors, exactement. On ne voudrait pas ça. Alors, évidemment, on vous souhaite de bonnes vacances. On ne veut pas que vous soyez craintifs, évidemment, parce qu'on veut que tout se fasse. On se prépare et tout devrait bien aller. Je vous souhaite, d'ailleurs, on devrait se revoir, mais quand même de belles vacances d'avance. Merci à toi aussi, Alexandre. Merci à vous. My name is Marco Cagliari, same name in all 3 languages. Sono figlio di italiano e molto fiero d'essere. Je suis fils d'Italiens qui ont immigré ici en 61. Et j'ai passé ma vie au Québec et j'y passe encore. Et j'adore mon Québec parce que je voyage partout sur la planète. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Laval pour la première fois pour la semaine italienne qui ne sera pas seulement à Montréal, à partir de la 24e édition de la Semaine italienne. Commençons avec la présentation de notre monsieur David Decotis, maire suppléant et vice-président du comité exécutif. Prenez place, signore David Decotis. Comme vous le savez, pour la première fois depuis 24 ans, la Semaine italienne de Montréal déplace ses activités à Laval le temps d'une journée. Et c'est mon district, celui de Saint-Bruno, qui a la chance d'accueillir cet événement au cœur du magnifique parc Lausanne. Cette grande fête sera l'occasion parfaite de réunir des personnes d'origine et de cultures différentes. C'est l'occasion de s'ouvrir aux autres et de goûter, de voir et d'entendre la richesse de la diversité culturelle lavalloise. C'est l'occasion de mieux nous connaître, de découvrir nos ressemblances et de solidifier nos liens en tant que communautaire. Étant moi-même lavalloise, origine italienne, je suis particulièrement touché de pouvoir offrir à tous les Lavallois et Lavalloises l'occasion de partager la grande culture italienne. E un onore per me e per il popolo di Laval avere un grande evento come la Settimana Italiana. Alors c'est donc avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'invite nos citoyens à se joindre à moi le 6 août au parc Lausanne de Vimont. Alors merci à la Semaine italienne de Montréal pour cette belle initiative. Et j'aimerais aussi inviter M. Jean Roussel pour prendre la parole parce qu'il est toujours avec nous, toujours aussi impliqué dans le parc Lausanne. Son appui et son aide est toujours bien apprécié. Alors, M. Roussel, je vous cède la parole. Merci. Buongiorno a tutti.
Merci de m'avoir invité d'une manière ou l'autre au festival italien. Vous savez, à Vimont, et je suis content que ça se fasse à Vimont, dans la plus belle circonscription du Québec, je vous dirais. C'est sûr que... mais je pense que David va être d'accord avec ça. À chaque fois que David organise des événements au Parc Lausanne, je peux vous dire que c'est toujours un succès. Merci à vous. Un grand merci, cher jeune homme. Et maintenant, on aimerait inviter notre conseiller municipal, signore Paolo Galatti. Bonjour, buongiorno cari amici. La semaine italienne est une tradition depuis 24 ans déjà. Elle permet de tisser des liens entre les cultures et de faire naître des amitiés par le biais de l'art, de la musique, de la gastronomie et de l'amour des voitures italiennes. Elle permet aux citoyens de toutes les générations et de toutes les origines de baigner dans la tradition italienne et de découvrir sa richesse. Quelle merveilleuse façon de rassembler une communauté. Pour cette raison, je suis très heureux de vous dire que la semaine italienne deviendra aussi une tradition à Laval. Per questo motivo sono molto contento di dirvi che la settimana italiana diventerà anche una tradizione qui a Laval. J'invite chaleureusement les Lavallois à venir goûter à la dolce vita all'italiana, une joie de vivre à l'accent italien en famille et entre amis. Ainsi, nous allons faire ensemble de la Semaine italienne de Montréal une tradition lavalloise. Longue vie la Semaine italienne de Laval. Merci, grazie, buona giornata. Secteur Chemédé, maintenant, la police de Laval qui trouve une arme à air comprimé et interpelle 5 personnes. Ces 5 personnes qui ont été interceptées tard jeudi soir dans une voiture qui circulait sur la rue Bertin dans le secteur Chemédé à Laval. La police qui a confirmé alors que l'opération était toujours en cours, qu'une arme à air comprimé, d'ailleurs, a été retrouvée dans ce véhicule. Et les suspects seraient tous des jeunes âgés entre 13 et 20 ans. Aucune blessure, aucune personne n'a été blessée finalement. C'est un citoyen qui a visé d'ailleurs les forces de l'ordre. 3 autopatrouilles et un maître chien qui ont été dépêchés sur les lieux alors lors de cette intervention de la part des forces constabulaires. Des victimes d'attouchements sexuels qui sont recherchées. Le service de police de Laval qui a indiqué être à la recherche de victimes potentielles d'attouchements sexuels de la part de Paul-Henri Lacroix ou des témoins qui pourraient fournir des informations cruciales à ce sujet. Lacroix, un homme de 70 ans qui a été arrêté au début du mois d'avril pour agression sexuelle sur une personne d'âge mineur et après son enquête sur remise en liberté, il est demeuré détenu. Il sera de retour en cours d'ailleurs pour son enquête préliminaire. Le SPL qui a des raisons de croire qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Toutes personnes qui ont été d'ailleurs victimes ou voulant soumettre de l'information sur cet individu est prié de communiquer en toute confidentialité, on vous le rappelle, au 450-662-INFO ou bien vous composez tout simplement le 911. À Vimont, pris dans sa voiture après avoir fauché un lampadaire, c'est un conducteur empruntant la sortie du boulevard des Laurentides vers le sud en provenance de l'autoroute 440 Ouest qui a perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite faucher complètement un lampadaire en bord de chaussée et terminer sa course de plus loin, rue Gélina. Tout indique que l'aquaplanage serait à l'origine de cet accident alors que l'homme de 54 ans roulait dans la courbe de la bretelle d'accès avec un passager à son bord. Il était alors 8h58, donc tout près de 9h, le 23 juin. En raison de la violence de l'impact sur son côté, le conducteur est resté prisonnier de son véhicule, un camion de modèle Lexus. Il a tout de même poursuivi son chemin sur une certaine distance pour éviter de nuire à la circulation. Une caserne, d'ailleurs, était tout près. Les pompiers sont arrivés sur place seulement 2 minutes après l'appel au 911. Ils ont dû avoir recours aux pinces de désincarcération pour sortir l'homme, ce qui a été fait, d'ailleurs, avec succès en 30 minutes. Souffrant de blessures légères au dos et au cou, le conducteur qui a été immobilisé par les pompiers et ambulanciers d'urgence santé avant de prendre la direction de l'hôpital par mesure préventive.
À Saint-Vincent-de-Paul, arrêté à l'âge de 18 ans pour vol de véhicule. En route pour prendre le rapport du vol d'une camionnette Hyundai de modèle Santa Fe le 20 juin à 22h30, des patrouilleurs ont croisé le véhicule et procédé à son interception. L'arrestation du voleur, un jeune homme âgé de 18 ans, s'est déroulée à l'angle du boulevard Lévesque et de la montée Saint-François. La camionnette avait été volée non loin de là, d'ailleurs, devant une résidence de l'avenue Bellevue. L'information ayant été diffusée rapidement via le 911, resté détenu, le suspect devrait comparaître au cours des prochains jours, faisant face minimalement à une accusation de vol de véhicule. À Laval-des-Rapides, ces deux jeunes brûlés gravement qui nous interpellent, finalement, ça s'est passé en réparant un bateau. Effectuant des réparations dans un espace restreint en travaillant sur le moteur d'un bateau remisé dans un garage, deux jeunes hommes dans la vingtaine qui ont malencontreusement provoqué un début d'incendie qui les a brûlés sur plus de 50 % de leur anatomie. Une source d'ignition, telle une étincelle qui a probablement enflammé les vapeurs d'essence présentes dans l'air pour ensuite se propager aux deux malheureux, croit le service de sécurité incendie de Laval. L'incident s'est produit le 21 juin. L'appel d'ailleurs au 911 a été fait rapidement. Quelques minutes plus tard et à l'arrivée des pompiers, 5 minutes tout au plus, le père d'un des garçons arrosait le bateau alors que la victime la plus gravement touchée était demeurée à l'intérieur de la remise et que l'autre les attendait à l'extérieur. Pendant qu'un des pompiers finissait de contrôler les flammes, les deux autres dispensaient les premiers soins au jeune homme et ces derniers d'ailleurs ont été transportés par urgence santé en direction du département des Grands Brûlés de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour qu'ils soient traités d'urgence. Heureusement, on ne craignait cependant pas pour leur vie et les dommages matériels sont évalués à environ 5 000 $. Elle était venue nous voir l'année dernière pour un autre album et j'avais tenté de yodeler, mais je vous garantis, cette année, je ne le ferai pas. J'ai rapidement compris que c'était pas pour moi, qu'elle est l'experte en la matière. Guylaine Tanguay qui est avec nous. Allô, Guylaine? Salut. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir et je te ferai pas yodeler. Non, merci d'épargner. Surtout les gens... On va s'épargner ça. On va les épargner. Je vais peut-être tenter tantôt, en terminant l'entrevue, d'en faire un petit bout. Par contre, tu es avec nous pour parler d'un nouvel album qui est disponible depuis quelques semaines déjà, Mon livre vert. Mais ça a une connotation très particulière pour toi, en lien avec ton enfance. Oui, bien, cet album-là, en fait, il y a plusieurs années, ma mère m'a donné son gros livre vert, son cahier de chansons, parce que ma mère a arrêté de chanter. Elle m'a donné ça, puis moi, bien, avec le temps, j'allais piger un peu là-dedans pour choisir des chansons. Ouais. Oui, des bonnes vieilles chansons que je connaissais pour la plupart au complet. Et pour certaines, des petits bouts, ça me rappelait des affaires, tu sais. Puis les gens me demandaient des vieilles chansons des fois, puis là, je disais, je vais aller voir dans le livre Dans le cahier, oui. Et là, j'ai fait quelques albums avec ça. J'ai fait un album qui s'appelait Le livre vert et ensuite Le livre vert la suite. Mais ça fait très longtemps. C'est avant que, mettons, disons que les gens te découvrent le plus grand public, là, depuis quelques années, mettons. C'était avant ça, mettons. Là. Ah oui, ça fait très longtemps. Ça fait presque, pas 10 ans, mais au moins 7-8 ans. Et là, les gens sont curieux maintenant avec ce qui m'arrive. Alors, sont allés voir un peu. Puis, j'ai eu de la demande pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver le livre vert. On peut acheter ça et tout ça. On aime les chansons qu'il y a là-dessus. Alors, j'ai dit aux gens, c'est plus disponible. Ce qu'on a décidé de faire avec cet album-là, on a dit, attendez, on va vous faire mon livre vert à moi. C'est-à-dire, oui, ma jeunesse, mais aussi des choses que je retrouve maintenant dans ma vie. Les grandes étapes de ma vie, c'est un peu comme si moi, je laissais à mes filles aujourd'hui mon livre vert. Ça aurait l'air de ça. C'est comme une biographie musicale, si on peut dire. D'ailleurs, on peut voir la pochette ici depuis tantôt, évidemment. Puis d'ailleurs, aussi, donc, est-ce que si jamais il n'y avait pas eu ce grand succès, si je peux dire, là, disons, à plus grand déploiement, est-ce que peut-être tu n'aurais pas fait cet album-là ou tu l'aurais fait quand même? Sincèrement, je pense qu'on serait peut-être allé là d'une façon ou d'une autre, parce que aussi, pour moi, c'est une étape de transition entre mes albums de reprise et un album éventuel pour des chansons originales. Donc, tu fermerais ce livre-là pour en ouvrir un autre. Exactement. C'est pour fermer l'histoire, finir l'histoire des albums de reprise. Ceci dit, je ne veux pas faire peur aux gens. J'irai pas vers un album 100% original pour le prochain parce que moi, je suis une fille qui aime reprendre des succès. Des chansons et aussi. Les gens se sont habitués à ça et je sais qu'ils aiment ça. Bien, totalement. Parce que je leur ramène des souvenirs. Et d'ailleurs, sur cet album-là, il y a de magnifiques chansons qui sont des reprises. Tu sais, je n'ai qu'à regarder, partons, La mer est belle, un incontournable. Puis ce qui est bien, je trouve, avec ça, c'est que peut-être que de façon, disons...
traditionnels comme ça, les gens pensent pas qu'on peut les adapter country, mais toi, tu les fais très country. Oui. Et sauce Nashville, d'ailleurs. Oui. Tu t'es rendu encore à Nashville. Je pense que ça fait quelques albums que Oui. tu te rends... Troisième, je pense, troisième, que je hein, fais là-bas, oui. quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ça semble être la mode présentement pour les artistes du Québec d'aller à Nashville. Qu'est-ce qu'il y a tant à Nashville? Nonobstant, évidemment, le fait que je comprends que c'est un son traditionnel pour eux là-bas aux États-Unis, que c'est les racines du country, mais est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est un état général? Parlez-moi un peu de cette... Pour certaines personnes, je sais que c'est la mode, comme tu le dis, d'aller à Nashville. Il y a une formule qui existe, c'est que, il y a des studios qui sont disponibles, il y a des producteurs sur place, il y a des musiciens qui font des sessions et qui enregistrent tout ça. L'artiste arrive par la suite. Bon, ça, il y a une formule qui existe. Ce que je connais pas à 100 parce que celle-là, je l'ai jamais faite. OK. Moi, ma formule à Nashville... moi, je fais jamais les affaires comme les autres. Moi, j'ai un plan de carrière qui est complètement différent des autres. J'ai toujours fait mes affaires par moi-même. Ouais. Mais bon, Nashville, c'est pas différent. En fait, moi, un jour, j'écoutais un album de George Canyon, un artiste country du Canada. Et j'ai trouvé que la production sonnait bien. Le son, c'était un son gras, un son que moi, j'aimais exactement. On est allé voir c'était qui, c'était Steve Mandel. On a communiqué avec lui. On est allé le rencontrer, manger avec. Ça fait 10 ans de ça. Ça fait déjà très longtemps. Puis on a jasé comme ça et ça l'a cliqué. Musicalement, c'était comme un coup de foudre. Ouais. C'est-à-dire que lui et moi, on parlait le même langage. Moi, ce que je voulais entendre, il me le disait et vice-versa. L'énergie a passé. C'était compatible. Alors moi, je suis allée à Nashville faire des petits tours après ça, enregistrer des démos, voir ce qu'on pouvait faire. Et lui a toujours eu son studio dans sa maison. Il y a un très gros studio, très grosse maison. Quand je m'en vais là, je débarque chez lui. Ouais. Je suis invitée chez eux. Il y a sa femme, il y a sa petite fille. Tout le monde est dévoué C'est comme à si moi. c'est comme si tu étais un petit peu chez vous aussi, parce Exactement qu'en ça. même temps, vous communiquez tellement bien, vous vous connaissez maintenant. Exactement, tu as trouvé le mot. Je suis chez moi. Et c'est pas du tout pour flasher, parce que ça ne flash pas du tout. Je suis pas dans un gros studio. Il y a pas de... Parce que pour certains, en Nashville, c'est comme la suprématie ou comme New York. Oui, t'sais. ben moi, flasher dans la vie, c'est pas ma priorité. Moi, c'est d'être bien. Et moi, dans un studio, normalement, je suis pas bien. Moi, OK. j'aime pas aller dans un studio. Je trouve ça ennuyant. Mais est-ce que justement, du fait que tu es chez vous, que tu te sens chez vous, que lorsque tu chantes, lorsque tu interprètes ces chansons-là dans le studio, il n'y a pas quelque chose de nouveau, de différent ou de plus, que tu as une énergie encore plus, qui donne encore un meilleur résultat ultimement sur les chansons? Ce que tu dis, c'est exactement la raison pourquoi je vais à Nashville. C'est que j'ai trouvé mon énergie que moi, j'avais besoin pour chanter. Moi, je suis une fille intense. Quand je chante sur scène, je parle aux gens, je suis intense. Pour t'avoir vu à Saint-Tite une couple de fois, tu te déplaces. Quand j'arrive dans un studio et qu'il est froid, qu'il n'y a personne, que c'est un peu sombre, c'est plate, et moi, là, c'est comme... Pouvez-vous m'emmener du monde? On peut-tu avoir de l'énergie ici? On peut-tu avoir du plaisir? Ça, c'est moi qui pense ça. Tout à fait. Ça veut pas dire que c'est comme ça pour toutes les autres. Alors, quand j'ai trouvé ma formule chez Steve, où est-ce qu'on va au restaurant, la toute petite, elle court partout au travers de nous autres, on jase entre nous autres, et là, je dis, bon, go, moi, je suis prête à chanter. Je chante, et là, ça chante toute seule. Ça marche. Alors, c'est ma formule à moi. Il y a deux choses que je veux absolument qu'on parle avant qu'on se quitte. C'est important pour moi, à mes yeux, parce que « À mes filles », qui est une chanson que Paul Darèche a composée pour toi. Puis tu disais entre autres, dans un... J'ai comme repris tes propos, mais que ton cœur de mère avait besoin de chanter cette chanson-là à cette période de ta vie-là. Pourquoi? Exactement. Moi, on a 3 filles. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à la maison avec mes filles. C'était voulu. Fait que ma carrière, je l'ai mise un peu de côté. Maintenant, nos filles sont rendues plus grandes. Et moi, là, je regarde ce qu'elles sont devenues. Parce que là, c'est des adultes, et université, cégep, sur le marché du travail, tout ça. Et là, je me dis, wow, quelle belle réussite. Ça, c'est la plus grande réussite de ma vie. J'ai des filles, qui sont belles, ça, c'est une chose, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elles soient heureuses, épanouies, socialement intéressantes. Tu sais, quand tu t'assois, là, tu veux qu'elles jasent puis qu'elles aient des sujets à dire, que... Tu sais, des gens qui sont bien... Elles sont bien ancrées dans la vie. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin de chanter ça. Et c'est pile pour moi, là, à mes filles en ce moment. Et il y a une chanson également qui s'appelle « J'ai tant besoin de toi », ton duo avec Patrick Normand. Je pense que c'est ton idole de jeunesse, sans vouloir trop
Oui, hein, carrément. Oui, puis j'ai le privilège de travailler avec lui. J'ai le privilège d'avoir chanté avec lui sur son dernier album. Alors là, j'ai dit, là, c'est à ton tour. Il faut que tu chantes avec moi. En échange de services. En tout cas, c'est une grosse année qui s'en vient pour toi. Oui. Je pense que tu as plus de 50 spectacles. Ah ouais. Puis je pense que 2018, tu reprends la fièvre... La fièvre du country, merci, parce que j'avais oublié, ça m'avait quitté les mots de la bouche. Et tu reprends ça également en 2018. Il y a plein de dates sur ton site Internet. Ah, il y en a. Si vous voulez me suivre, attelez-vous, vous allez voir que ça va vite. On est très content de t'avoir avec nous. Merci, Alex. Puis évidemment, bon succès pour ce nouvel album de Guylaine Tanguay avec Mon livre vert. Et puis un petit yodel en terminant, ça, on peut-tu te demander ça? Là, je te fais pas essayer, par exemple. Non, je sais à pas. condition que tu le fasses pas. Je le fais pas, c'est promis. Et là, normalement, je dirais c'est à ton tour. Ouais, mais là, non. on se rend pas là. On se rend pas là. On n'a plus de temps, malheureusement. C'est fini. Ah, que c'est triste. Merci. Monsieur Jean Bell, vous êtes député de la région ici. Le symposium de Sainte-Rose, c'est un événement important. Vous avez l'honneur d'en être le président d'honneur. Exactement, mais je suis vraiment content d'être président d'honneur cette année. Du 27 au 30 juillet, c'est le symposium de Sainte-Rose. C'est plus de 25 000 personnes qui vont converger dans le vieux Sainte-Rose pour admirer plus de 90 artistes, autant peintres que sculpteurs, et admirer la beauté de la culture. Et ça vous fait plaisir parce que vous occupez maintenant une nouvelle fonction, un nouveau titre actuellement. Parlez-moi un peu de ça. Exactement, mais je suis membre de la Commission de la culture et de l'éducation et j'ai aussi participé avec mon collègue Luc Fortin au renouvellement de la politique culturelle. Donc pour moi, encourager les artistes d'ici, c'est excessivement important. Formidable. C'est un événement culturel et social assez important quand même, important pour la société lavalloise qui fait connaître la culture. Exactement. Puis on assure aussi la vitalité du vieux Sainte-Rose. Moi, j'ai implanté, par exemple, les plaques patrimoniales. Donc, à travers les prochaines années, vous allez avoir un circuit de plaques patrimoniales dans le vieux Sainte-Rose. Pour découvrir l'histoire et le patrimoine ici dans Sainte-Rose, j'ai investi aussi à l'église Sainte-Rose de Lima pour le patrimoine. Donc, c'est excessivement important pour moi de valoriser la culture et valoriser aussi le patrimoine du vieux Sainte-Rose. Donc, l'événement du symposium, ça mixe les deux ensemble. Monsieur Abel, vous faites un travail formidable. Je vous félicite et je tiens à vous remercier. Mais merci beaucoup. Au plaisir. Carole Fauché, vous êtes présidente de Rosard. Bien sûr. Depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Et puis, c'est un événement prestigieux quand même. Très couru et très reconnu, oui. Couru, ça veut dire quoi? Combien de personnes? À 25 000 à chaque année. 25 000 personnes. Et durant les 4 journées, oui. Et vous avez des artistes assez très connus quand même ici parmi vous. Oui, on fait une belle sélection pour qu'il y ait le plus de variété possible. Pour attirer le plus de gens possible, oui. Combien d'artistes? Il y a 90 artistes. 90 artistes? De différentes... oui, différentes. Formidable. Mais Madame Fauché, vous faites un travail fantastique. C'est important pour toute la population lavalloise. Je tiens à vous remercier de tout le beau travail que vous faites. Bien, merci beaucoup. C'est avec toute une équipe. On est tous des bénévoles, mais on a une belle passion. Alors, on invite toute la population à venir au Symposium de Sainte-Rose. Merci beaucoup. Monsieur Daigneault, vous êtes le porte-parole de l'événement Symposium de Sainte-Rose. Oui, avec grand bonheur, je reviens pour une deuxième année. En fait, je l'étais en 2015 et j'ai vu comment les gens étaient passionnés par leurs œuvres, comment c'était un bel événement. Et là, ça me fait plaisir de revenir pour cette 22e édition déjà. 22 ans, ça fait que ça se passe ici à Sainte-Rose, puis que des gens de Laval et d'ailleurs viennent ici pour voir les œuvres. Puis, tu sais, Sainte-Rose, il y a un lien avec la peinture, on pense à Marc-Aurèle Fortin, puis on pense au vieux Sainte-Rose, alors que ça se passe ici, puis que justement, qu'on voit comment il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, comment des gens passent des heures et des heures à faire des toiles, à faire des sculptures, alors que c'est pas leur métier, c'est simplement une passion. Et moi, je suis un passionné par mon métier de journaliste et de photographe, alors ça me rejoint facilement, évidemment. Puis c'est le fun de faire le tour, de voir, d'entendre des histoires que les gens ont à raconter, les paysages qu'ils ont vus, qu'ils ont fait une photo, puis ils ont décidé de faire une toile avec ça ou de créer quelque chose. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un rendez-vous, donc, à la fin juillet.
symposium de Sainte-Rose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai le plaisir, Madame Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose. Madame Dufour, le symposium de Sainte-Rose, pour vous, c'est important. Oui, effectivement, c'est vraiment très important. Vous savez, 25 000 personnes chaque année qui viennent bien au-delà des frontières de Sainte-Rose et qui viennent dans notre village et qui participent au rayonnement de la culture à Laval. Le symposium, ça met de la couleur dans le quartier. La Ville y investit 9 000 $ par année, c'est qu'on y croit. Vous savez, notre vision 2035 qu'on s'est donnée, il y a une partie qui touche vraiment la culture. Je sais que c'est quelque chose qui vous concerne, que vous appréciez beaucoup. Alors, pour nous, c'est important. Le symposium, ça fait rayonner les artistes aussi. Ça donne surtout, on parle ici d'artistes qui ne sont pas professionnels, donc ça permet d'avoir une belle vitrine dans le quartier. Ça met de la couleur et ça anime le quartier pendant une bonne fin de semaine. Donc, alors, les citoyens pourront vous rencontrer parce que vous allez être présente ici. Évidemment, je serai présente. Je suis présente à chaque année, d'ailleurs. Bien, formidable. Alors, Madame Dufour, je vous remercie beaucoup, puis félicitations quand même de votre implication ici dans Sainte-Rose au niveau de l'histoire puis de la culture. Merci beaucoup. Le bus touristique en service tout l'été. Toujours gratuit, le circuit 360 de la Société de transport de Laval fera la boucle autour du centre-ville tous les jours de la belle saison avec des départs tous les 25 minutes à partir de la station de métro Montmorency. Cette ligne d'autobus qui habituellement n'est en service que les week-ends étend sa navette 7 jours sur 7 et ce jusqu'au 25 août. Et évidemment, les 4 véhicules affectés à ce circuit se distinguent dans des autres bus de la flotte par un visuel tout en couleurs représentant les principales attractions du centre-ville lavallois qu'ils desservent d'ailleurs, un projet réalisé en partenariat avec Tourisme Laval. Transportant gratuitement touristes, excursionnistes et résidents lavallois, la ligne 360 relie sur un circuit de 10 km les établissements hôteliers, les grands centres commerciaux, le Cosmodome, le Centropolis et ses attraits touristiques, dont le Skyventure, Maïva Surf, Escalade Clip and Climb et Putting Edge. Ces différents partenaires au projet avaient soulevé un besoin de desserte du centre-ville pour les visiteurs qui n'ont pas de voiture ou qui préfèrent la laisser à l'hôtel, à la maison ou dans un stationnement incitatif. MVP. Nicolas Vincent Poirier, salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, je voulais comme partir un nouveau slogan pour toi, toi qui a toujours l'œil aiguisé. Oui, effectivement. Elle est déjà tellement grosse d'ailleurs. Disproportionnée avec ton corps quand même. Mais si on revient à notre sujet en prémisse qu'on voulait aborder aujourd'hui avec les Transformers, nouveauté au cinéma, 5e volet. Et puis, on l'a vu les deux. Oui. Et tu vois déjà notre face. Moi, j'ai une question pour toi. On l'a vu. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Rien. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Rien. C'est pas clair, hein? Non, c'est tous les autres de la série. En fait, c'est là où je voulais te poser la question. Est-ce que c'est pas, une fois de plus, une espèce de démonstration que les franchises, après une trilogie, là, sauf dans de rares cas comme Star Wars et quelques autres, là, il me semble que c'est tiré beaucoup trop pour rien. Là. Oui, mais dis-toi une chose, c'est que les 3 premiers films Transformers ont rapporté, je pense, c'est pas loin de 3 milliards en tout au cinéma. Non, excuse, les 4 premiers films, 3 milliards en tout au cinéma. Et durant l'espace des 3 premiers films, il s'est vendu pour 7 milliards de dollars de produits dérivés de Transformers. Donc, même moi, si je dirigeais la franchise Transformers, je ne voudrais jamais que ça arrête. Et c'est ça qui se passe. Parce que maintenant, si tu dis comme « mais c'est horrible ce film-là, ils doivent arrêter là », non. Un univers cinématographique des Transformers, c'est ça qui s'en vient. Mais d'ailleurs, il y en a d'autres de commandés. Là. C'est pas celui-là qu'il y en va en avoir d'autres. Il y en a 2 autres au moins de commandés, mais le but, c'est de faire un univers cinématographique. Il va en avoir une tonne d'autres. Michael Bay ne sera plus le réalisateur. Mais par contre, ce qu'on peut dire, puis c'est la seule chose qu'on peut vanter de ce film-là, tout comme les autres précédemment, les effets visuels sont quand même grandioses. Sont magnifiques. Sont magnifiques, les effets visuels. Ouais. Mais tu sais, ce que j'admire là-dedans, c'est une si grosse équipe qui doivent à peu près avoir aucune idée de ce qui se passe dans le film et être capable de faire des effets spéciaux qui se suivent d'une scène à l'autre. Et c'est des scènes qui sont mal emboîtées, d'ailleurs. C'est horrible. C'est décousu.
On perd le rythme continuellement. Celle qui ressemble, excuse-moi, j'ai pas retenu son nom, mais pas grave. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Megan Fox, sans avoir son même charisme à l'écran. Parce qu'il y a eu une chicane entre Megan Fox et Michael Bay à un moment donné, mais ça s'est arrangé parce qu'elle a joué dans les Ninja Turtles. Puis bon. Bon, ben c'est aussi un autre flop. Mais regarde, si on revient à Ninja Transformers... Turtles 2 a été un vrai flop commercial. Oui, ça c'est vrai. Mais si on revient à Transformers, c'est que, bon, celle qui joue la fille de service, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça quand même. Dans ces films-là, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Oui. Et qui, d'ailleurs, ressemble comme deux gouttes d'eau à Megan Fox, qui a pas son charisme et tout ça. Mark Wahlberg qui se retrouve un peu catapulté là-dedans, encore une fois. Il est bon malgré on peut le dire, le côté d'horreur du scénario. Et d'ailleurs aussi, ce que je trouvais aussi tellement tiré par les cheveux, c'est que là, puis on peut dire aux gens aussi dans le synopsis, c'est que on mélange les Transformers à une légende de la table ronde avec les chevaliers. On les amène... Écoute, c'est tellement n'importe quoi. Puis surtout, je t'en avais parlé à un moment donné, c'est que le Roi Arthur qui avait été fait par Guy Ritchie cette année a été un flop commercial. Donc, à quel point ça va être un flop commercial? Parce que le Roi Arthur, c'est plus à la mode. Ce ne l'est pas, finalement. 260 millions de budget, le plus gros budget pour un film Transformers. 268 millions à travers le monde. Tu sais, il va y avoir un univers. Et surtout, là-dedans, c'est quelque chose que j'admire, c'est le travail de Anthony Hopkins. Parce que dans une entrevue, il a dit, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Rendu à... Je veux dire, ça fait longtemps qu'on le sent un peu blasé, disons. Oui. Et, tu sais, bon, il le fait. Bon, est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le plaisir? Mais il le dit, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe, il est le meilleur. C'est le meilleur acteur. Et c'est ça. Et c'est sa nonchalance, son côté désinvolte, un peu à la britannique, qui joue dans ce rôle-là. Son rôle d'un Miller, qui est tout à fait drôle. Et même les gags des Autobots ou des robots, des Transformers aussi, tombent à plat. C'est que moi, au moins, je riais, je souriais dans les précédents films. Mais là, tout est prévisible et je ne ris plus au côté un peu cabotin de ces Transformers-là. C'est la recette. C'est qu'à un moment donné, peut-être le premier ou les deux premiers, ce qui faisait la magie de ces films-là, c'était la nouveauté. Parce que dans chaque franchise, la recette est toujours la même. Tu regardes les James Bond, la formule est toujours Mais on rit quand même, on sourit pareil, par exemple, et on adhère tout le temps. C'est sûr, parce que James Bond se réinvente. Se renouvelle, il y a des différents qui le personnifient. Il ne faut pas que ça se réinvente jamais pour garder autant d'argent. Il nous reste peu de temps, puis quand on regarde les résultats de ce premier week-end d'exploitation, 69 millions, c'est le plus lent des 5 pour un premier droit au box-office. En Amérique du Nord. Ça, je pense que c'est le quatrième 69. C'est 44 celui-là. Peut-être, mais en tout cas, c'est un des plus lents. En Amérique du Nord, tu as raison, c'est un des plus lents. Et d'ailleurs, là, je m'amène à dire, même si il y a beaucoup de gens qui vont aller au cinéma, mais que la critique le démolit. Est-ce que tu penses que ça peut quand même changer un peu la direction ou l'orientation qu'on pourrait donner au prochain film? Non, absolument pas, parce qu'ils se sont toutes faites démolir par la critique. Ils sont à peu près cotés tous pareils. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de surprise. Vous n'avez pas aimé le 2, le 3, le 4. Pourquoi est-ce que... Vous allez aimer le 4 ou le 5, Pourquoi est-ce que le 5 serait différent? C'est la même chose si vous les avez aimés. Vous allez l'aimer celui-là, c'est sûr. C'est égal. Michael Bay, c'est comme du McDonald's. Tu sais exactement ce que tu vas avoir, la quantité que tu vas avoir, il n'y a pas de problème. Et sur ça, merci à toi. Sebastiano Scalzo qui a été échangé au Royal de Repentigny. Les Pirates de Laval, qui connaissent un mauvais début de saison, font le plein de jeunes joueurs, peut-être pour redresser la barque, justement. Et les Pirates qui ont aussi exaucé le vœu du vétéran Sebastiano Scalzo en l'échangeant au Royal de Repentigny le 16 juin. Le meilleur frappeur des Pirates en 2016 n'a disputé aucun match depuis le début de la saison et avait d'ailleurs exigé une transaction. L'athlète de 22 ans voulait évoluer dans un niveau supérieur et d'ailleurs avait pris part au camp d'entraînement des Aigles de Trois-Rivières de la Ligue canadienne
Paname. Ça n'a pas fonctionné, il n'a pas mérité de poste finalement avec l'équipe et Sébastiano n'était pas très heureux avec nous, mentionne aussi le gérant des Pirates, Daniel Brodeur. Outre Scalzo, la formation lavalloise a cédé un choix de 3e ronde au repêchage des joueurs de 17 ans de la Ligue de baseball junior élite du Québec qui s'est déroulé le 17 juin. Et en retour, Laval a mis la main sur un total de 5 choix, 1e et 3e ronde des jeunes de 17 ans, 1re ronde de Repentigny de Charlesbourg, ainsi que 2e ronde de Repentigny au repêchage de 2018. Laval a aussi obtenu Tristan Baudin. Les Pirates avaient déterminé que les priorités de ce repêchage territorial des moins de 17 ans étaient au poste de lanceur, 2e but hier et court. Et avec l'échange de Scalzo, ils sont ainsi sélectionnés 2 excellents lanceurs, soit Joey Luciano et Neftali Severino-Cronier. Il y a Joey qui d'ailleurs évolue avec l'équipe du Lac-Saint-Louis en division 2 du réseau Midget 3A. Et pour sa part, Neftali porte les couleurs de l'équipe des moins de 17 ans de l'ABC. Les Pirates, d'ailleurs, ont protégé Charles Lefebvre, un lanceur droitier qui évolue cet été avec l'équipe U17, et Zachary Asselin, un voltigeur avec la formation 3L Rive-Nord en division 1 de la Ligue de baseball Midget 3A. Charles, comme lanceur droitier, sera assurément un membre important de notre rotation de lanceurs pour plusieurs années. Zachary est prêt à faire le saut chez les juniors. Ce sont 2 joueurs locaux, produits du programme Sport-Études à Georges-Vanier, voués à un bel avenir avec nous. À vous, Brodeur. Patinage artistique, Marc Martel, nouveau président de Patinage Laval, élu dans un contexte difficile, il faut le rappeler. Marc Martel a été élu comme nouveau président de Patinage Laval, anciennement le club de patinage artistique Laval, le 12 juin à l'Assemblée annuelle. M. Martel succède donc à Viviane Godin, qui d'ailleurs était présidente intérimaire. Elle avait pris la place de Carole Pajot, démissionnaire en raison de procédures judiciaires l'impliquant. D'ailleurs, le Courrier Laval qui a finalement tenté d'obtenir une entrevue avec le nouveau président, mais c'est par courriel qu'il a pu répondre à des questions. Et d'ailleurs, on vous mentionne un peu cet article. Lui, justement, trouve-t-il difficile d'accéder à ce poste avec des procédures judiciaires entourant d'anciens membres? Non, je savais qu'il y avait litige et le dossier a toujours été et continue à être très bien géré par le conseil d'administration. Rappelons que le 22 décembre, le club de patinage artistique de Laval a décidé d'intenter une poursuite au civil contre Carole Pajot et 3 membres de sa famille. L'organisme sportif aimerait que la bénévole depuis près de 30 ans, son mari Camille Pajot, sa fille Sonia Pajot et son gendre Patrick Barnabé remboursent une somme de 120 000 $. L'image du club a subi un dur coup avec la disparition de l'argent des cotisations. Et pourtant, M. Martel ne sent pas la méfiance ni la grogne s'installer chez les parents et les bénévoles. Non, mais je crois comprendre que certains pourraient l'espérer. Marc Martel a avoué que sa priorité à la barre du plus gros club au Québec est d'assurer un suivi pour que tous les membres continuent à pouvoir bénéficier des services du CPA Laval. Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance des organismes publics et privés, a agi à titre de président d'Assemblée. Robert Boulet de la Ville était d'ailleurs présent plutôt comme observateur. Et l'Assemblée n'était pas sous haute surveillance. Tout s'est bien déroulé dans le calme pour le bien-être et l'intérêt d'ailleurs des membres présents. Alors au moins, un beau dénouement dans ce dossier. La boxe, Marie-Ève Dicker qui demeure parfaite. Marie-Ève Dicker qui a remporté sa 8e victoire par décision unanime des juges contre la Mexicaine Alejandra Ayala en finale du gala de boxe à la série Chrono Aviation du groupe Yvon Michel le 15 juin au Casino de Montréal. L'athlète de 30 ans, propriétaire du centre Sue Funky de Laval, conserve donc une fiche parfaite depuis ses débuts dans la boxe professionnelle en 2015. Dicker a une fois de plus vaincu son adversaire qui s'est avéré particulièrement coriace, l'agrippant par la tête à plusieurs reprises et des manœuvres qui ne l'ont toutefois pas déstabilisé, sachant comme gauchère qu'elle avait à faire une droitière. Les nombreuses frappes au corps assénées à sa rivale lui ont finalement valu la victoire. Et l'important, c'est toujours de regarder ma progression et la façon dont je vais gagner. J'ai travaillé beaucoup au niveau de mes esquives et de ma réaction. Je regardais ce qu'elle allait m'offrir comme ouverture pour essayer de capitaliser là-dessus, a expliqué Marie-Ève à sa sortie du ring. Une victoire qui s'est d'ailleurs avérée satisfaisante car la seule chose qu'elle compte effacer du combat, c'est la petite prune qui est apparue au-dessus de son œil droit. Lors de son dernier combat en février, Dicker est devenue la première femme à participer à une finale de boxe professionnelle au Québec. Elle avait à faire sa meilleure prestation en carrière alors qu'elle avait envoyé sa rivale au tapis avec un solide crochet à la tête. Malgré les victoires qu'elle a enchaînées sans aucune défaite, elle n'a pas encore réussi, dis-donc, à battre un adversaire par mise hors de combat, une situation à laquelle elle compte remédier. Je ne cherche pas le chaos. Il faut se rappeler que les femmes, ça dure 2 minutes intenses, donc on a moins de temps, mais un jour, je vais l'avoir, justifie-t-elle. Et par ailleurs, la boxeuse n'a l'intention de prendre des vacances cet été et compte revenir dans l'arène rapidement.
4 mois de pause, c'était trop long. J'avais tellement hâte de recommencer, mais on m'avait mise au repos forcé. Le prochain combat sera dans 2 ou 3 mois maximum parce que je suis prête à recommencer. Celle qui aime bien se qualifier de ninja évolue dans le milieu de la boxe depuis l'âge de 24 ans. Elle a été d'ailleurs couronnée championne mondiale au Ringside World Championship de boxe en 2012. Elle pratique toutefois les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Ceinture noire en karaté, elle compte également à son actif 5 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze aux championnats mondiaux de karaté. Elle a aussi remporté pas moins de 18 championnats canadiens. Salutations à tous nos auditeurs. Une entrevue pour vous faire rêver d'un voyage dans un pays qui vous fera vivre des moments exceptionnels. Madame Raja Garbi et Souad Siala, vous êtes 2 Lavalloises qui sont originaires de la Tunisie. Oui, définitivement. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir pour nous. Madame Souala, et Madame Souad, quelles raisons qui vont faire que vous allez m'inviter à aller visiter la Tunisie? Bon, la Tunisie, en fait, qu'est-ce qui est extraordinaire? Ça nous fait voyager dans l'histoire au-delà de 3000 ans. Où est-ce qu'on 3000 ans d'histoire? Exactement, où est-ce qu'il y a eu la majorité des civilisations passées par la Tunisie. Donc les Romains, les Byzantins, les Carthaginois qui étaient là. Alors il y a énormément de sites archéologiques à visiter. Il y a aussi, on a la côte sur la Méditerranée, à peu près 1200 km de plage. On dit que ce sont les plus belles plages du monde. C'est magnifique, c'est magnifique. On a des grottes aussi où est-ce qu'on peut faire de la plongée marine. On a différents types de plages aussi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le contraste entre le nord et le sud de façon qu'on peut se baigner, aller visiter aussi le Sahara. Durant l'hiver, on peut aller même skier. À dos de chameau. Oui, exactement, voilà, le Sahara. Puis on peut même, durant l'hiver, on peut aller skier et se baigner en même temps. Bon, c'est sûr, il y a l'hiver et l'été. On a aussi la culture qui est très riche dans tous les sens, l'artisanat aussi qui est très bien connu. Les gens sont très accueillants. Mais Madame Raja, un voyage aussi beau que ça doit être dispendieux? Pas du tout, justement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts, aussi bien au niveau du privé que du public, pour faire la promotion, pour la relance du tourisme. Donc actuellement, on est capable d'aller faire des voyages qui conjuguent effectivement, comme vient de le dire Souad, la visite des sites archéologiques, faire du tourisme thermal, on a des stations thalassothérapie et la plongée sous-marine, justement. La plongée sous-marine aussi, oui. Oui, on peut aller faire ça, on peut aller visiter le désert, donc se faire dépayser sans pour autant perdre le contact avec la modernité, parce que la Tunisie, c'est un pays francophone. Donc, on est capable de faire tout ça au sein d'un seul voyage. C'est remarquable, ça. Il faut insister sur ça. C'est un pays francophone. Exactement. Où la communication est très facile. La Tunisie est un membre pas juste un membre, c'est un membre cofondateur de la francophonie, dans l'histoire de la francophonie. Oui. Donc, les gens parlent très bien le français, parlent à peu près 4 à 5 langues couramment. C'est ça, c'est ce qui permet justement aux touristes et essentiellement le Québécois de trouver sa place là-bas, parce qu'on y va, un séjour de 3 semaines peut vraiment être en bas de 2000 $ pour une qualité de service exceptionnelle avec les chaînes hôtelières avec qui on fait affaire. Ça veut dire que vous allez passer 2 à 3 semaines et c'est moins cher que 2 semaines au Mexique. Exactement, exactement. Et vous visitez quelque chose d'exceptionnel. On est capable justement de faire différents séjours en Tunisie. Il y a vraiment toute une panoplie de choix pour le monde qui veulent fuir l'hiver et puis le froid ici. Ils sont capables d'aller passer 3 semaines. La température moyenne au mois de janvier en Tunisie est de 16 degrés et ça peut monter jusqu'à 20, 22 degrés. On est capable même de se baigner en mois de février. D'ailleurs, récemment, il y a un groupe de Québécois qui sont partis avec nous au mois de mars dernier. C'était entre la fin février et début mars. On était comme une quarantaine de personnes, des personnalités politiques, des journalistes qui sont partis avec nous. Et puis, ils étaient impressionnés par la Tunisie, par les plages. Ils ont réussi à se baigner, ils ont réussi à aller découvrir toutes les civilisations, justement, à travers les sites archéologiques.
Et puis, même la sécurité, ils étaient impressionnés parce que... Ben oui, la sécurité, parlez-moi de ça. Souvent, on s'informe. Est-ce que c'est dangereux aller en Tunisie? Et justement, c'était la question, c'était l'objectif du voyage qu'on avait fait au mois de mars. C'était de faire vivre l'expérience d'un voyage en Tunisie, sur le terrain, par un Québécois. Et puis, ils sont partis, puis ils étaient impressionnés. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas en mesure de sortir dans la rue, de se balader par eux-mêmes. Et ce n'était pas du tout le cas. C'était très sécuritaire et c'est toujours très sécuritaire. On est capable de marcher dans la rue sans se faire aborder, sans avoir aucune crainte. Moi, je rentre au moins une fois par année et je conduis à 2h, 3h du matin. Je prends l'autoroute de 3h, 4h d'une ville à une autre avec ma petite. J'ai jamais été arrêtée ou quoi que ce soit. C'est bien au contraire. Donc, justement, la Tunisie, avec ce qui s'est passé, je pense qu'elle est beaucoup plus victime de la réputation de la région que de ce qui se passe réellement à l'intérieur, parce que ce qui se passe, c'est juste des revendications très pacifiques qui n'altèrent pas au bon fonctionnement donc, de l'économie, essentiellement du secteur touristique. Oui, vas-y. Moi, j'aimerais bien ajouter, autre que la sécurité aussi, on a le plaisir de déguster la gastronomie tunisienne qui est tellement riche et qui aussi nous fait encore voyager dans l'histoire de 3000 ans où est-ce qu'on peut manger des choses berbères, des choses qui remontent depuis les Carthaginois, les Romains. La Tunisie est reconnue pour la production d'huile d'olive. Oui, définitivement. En fait, notre huile d'olive est connue parmi les meilleures au monde. D'ailleurs, j'ai visité le forum de l'huile d'olive en novembre dernier et j'ai fait la visite de plusieurs, en fait, soit des champs d'oliviers et des entreprises d'oliviers et c'est extraordinaire. On peut visiter des manufacturiers là-bas. Définitivement, oui, définitivement. Je pense qu'on peut faire des forfaits. Exactement. Pour ça, on peut faire on a les chemins des vignes actuellement. On fait ce genre de circuit et même les manufacturiers d'huile d'olive, c'est des choses de date aussi. Madame Argent, vous connaissez beaucoup les circuits touristiques. Comment ça fonctionne un peu? Pour une première fois, ça dépend de ce que je cherche à un voyageur. Un voyageur qui part pour la première fois en Tunisie, certainement, il aura besoin d'aller visiter impérativement les sites archéologiques incontournables de Carthage. Aller visiter Sidi Bou Saïd, c'est le plus beau village qui donne sur la Méditerranée. Sur montagne et plage. Exactement, c'est une colline au bord de la Méditerranée, dont les couleurs de la Méditerranée, le blanc et le bleu. Et là, ça rejoint le contraste que tu as évoqué, Sohara, tout à l'heure. C'est le contraste par excellence par rapport au sud, aux couleurs du désert. Donc, partir en Tunisie, ça nous pousse à aller voir le désert de la Tunisie. Chute dans le désert, on a dit chute dans le désert, c'est quelque chose d'assez spécial. J'ai remarqué qu'il y a un mois, j'ai eu l'occasion de visiter la Tunisie. J'ai fait un voyage fantastique et puis j'invite nos amis à visiter la Tunisie. C'est un beau voyage et puis vous ne le regretterez pas. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Merci, M. Lapierre. Voilà, c'est ce qui complète presque ce bulletin d'information, le TV Laval Nouvelles. Je vous invite évidemment à interagir avec nous sur Facebook, la page TV Laval, et de même que notre site Internet, le tvrl.ca. Notre bingo aussi tous les dimanches matins. Et pour ce nouveau bingo, nouveau mois de juillet, 4 000 $ à gagner, dont 2 500 $, la carte pleine. Évidemment, n'oubliez pas, tous les dimanches matins ici, c'est bingo et je vous dis à très bientôt.